Merci Jérôme, merci à tous et bonjour. Alors on est très heureux chez Via Voice d'accompagner effectivement les assises depuis 6 ans maintenant sur ce baromètre qui effectivement est à sa 6e édition. Donc ça nous permet d'avoir une forme d'historicité et de voir des évolutions, des opinions qui s'installent et en plus de ça de dialoguer avec nos confrères de Kantar évidemment. Cette nouvelle édition, elle a été réalisée dans un contexte assez inédit. Alors l'année dernière, on l'avait réalisé juste en plein cœur de la crise Covid et on avait traité du traitement journalistique et médiatique de la crise sanitaire. Et cette année, double constat, là aussi inédit, un politique, l'autre tragique, Jérôme le rappelait, présidentiel, contexte de la campagne présidentielle, où on a interrogé les Français sur la manière dont ils ont perçu, dont ils ont vécu finalement ce traitement éditorial de cette campagne assez particulière, il faut le dire. Et enfin, quelques questions sur la guerre en Ukraine, ce drame qui se déroule encore aujourd'hui, et essayer de voir un petit peu comment les Français aussi percevaient l'information qui était délivrée sur ce sujet-là, aussi complexe soit-il. Donc ce que je vais vous présenter là assez rapidement pour laisser la parole aux professionnels de la profession, pour vous permettre peut-être d'avoir quelques données d'opinion. C'est un condensé évidemment des résultats qui ont été publiés donc en 2 temps chez l'ensemble de nos partenaires. Un premier temps sur des questions barométriques où revenir un petit peu sur l'évolution de l'utilité du journalisme, en tout cas perçu par les Français, le rôle qu'ils attribuent au journalisme. Et puis ensuite, on évoquera assez longuement donc cette partie journalisme et politique pour ensuite terminer assez rapidement, mais sur deux questions qui me semblaient assez intéressantes de vous présenter pour lancer les échanges sur le traitement éditorial traitement en tout cas journalistique de cette guerre en Ukraine. Alors, pour commencer à vous présenter un peu les résultats, donc la première partie, c'est une partie barométrique. On pose la question depuis 5-6 ans maintenant sur l'utilité du journalisme, l'utilité du métier de journalisme perçu par les Français. Alors comme vous pouvez le voir sur cette slide, vous avez quand même une très très large majorité des Français, écrasante 90% des Français qui estiment aujourd'hui que le journalisme est un métier utile. C'est un résultat qui s'installe depuis 5-6 ans et surtout qui, à notre sens, est assez contre-intuitif vis-à-vis parfois du bruit aussi médiatique et de l'opinion qui ne cesse finalement de révéler cette défiance, ce divorce parfois profond, parfois consommé, qu'on dit, entre les Français et les journalistes. Il faut quand même constater que depuis 2018, près de 9 Français sur 10 estiment que le journalisme est un métier utile. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a absolument aucun clivage à la fois générationnel ou sociologique, donc c'est quand même assez intéressant pour le rappeler. Et puis la question que ça pose et qu'on essaiera évidemment d'évoquer tous ensemble, c'est de comprendre un petit peu quels sont les déterminants de cette utilité pour les Français. Deuxième question barométrique qui nous semble aussi là assez intéressante et assez pertinente aussi compte tenu de l'actualité. C'est la manière, en tout cas c'est l'information à laquelle les Français font le plus confiance. Alors, je parlais tout à l'heure de professionnels de la profession, mais je trouve que ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est que vous avez vraiment une majorité, près de 8 Français sur 10, qui font confiance à l'information qu'ils trouvent d'abord dans le média professionnel. Donc c'est vraiment un plébiscite, je dirais, pour le journalisme professionnel. Vous voyez quand même seulement 9% des Français finalement font confiance à l'information qui est délivrée par leur entourage, par les réseaux sociaux. Une surreprésentation de jeunes, 18-24, plutôt attendue. Mais voilà, si vous regardez les évolutions, ce journalisme professionnel, cette information professionnelle que les Français vont chercher, s'installe et même progresse depuis 2018. On est entre une variation d'à peu près 4 points. Donc ça dit aussi beaucoup finalement de l'attente que va aussi générer cette perception-là du journalisme comme le perçoivent les Français, ce journalisme professionnel. Autre résultat sur l'avenir maintenant perçu du journalisme et surtout sur la place du journalisme dans la société, toujours intéressant parce que le contexte, je pense,
nous rappelle la fragilité aussi finalement de la chance que l'on a aujourd'hui d'avoir une presse libre, des journalistes libres. Vous avez deux lectures sur cette slide qui me semble intéressante. La première lecture, c'est le journalisme aujourd'hui, très clairement, et c'est quelque chose qui s'installe aussi assez massivement dans l'opinion, est plutôt voué à être dans un journalisme de vérification de l'information face à une émergence de plus en plus visible de fausses informations, de fake news. Premier item, vous le voyez, aujourd'hui, il y a de plus en plus de rumeurs ou de fausses informations sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même une affirmation partagée par 91% des Français. C'est une progression de quelques points depuis octobre 2021. Ce qui est intéressant, c'est que cette attente de vérification, c'est vraiment l'un des registres, je dirais, les plus importants de la confiance accordée aussi par les Français au journalisme, comme on disait, professionnel. C'est cette capacité finalement à vérifier l'information. D'ailleurs, cet item-là de prolifération de rumeurs et de fausses informations, elle est aussi accompagnée par les items que vous pouvez voir en bas de la slide. Il est de plus en plus difficile de distinguer les sites d'un média sérieux relayant des vraies informations et des sites relayant toutes sortes d'informations non vérifiées. C'est partagé par plus de 7 Français sur 10. C'est gentil, merci. Donc là aussi, ça montre que voilà, on est vraiment sur une forme d'opinion assez clairement établie sur le fait que voilà, il y a un constat de plus en plus de fausses informations. Pareil, 64% des Français estiment qu'on peut trouver des informations fiables en dehors des médias de référence. 64%, c'est une majorité, mais c'est en baisse de 3 points sur une année. Et on pourrait même pousser la logique un peu plus loin, même si là, la variation est un peu plus faible, mais une information de qualité se paie, elle n'est pas gratuite. Alors c'est une minorité de Français qui le pensent, 38%, mais on est sur une légère progression. Donc peut-être que là aussi, il y a une forme de prise de conscience dans l'opinion qu'une bonne information, en tout cas de qualité, a un prix. Donc je dirais ça, c'est le premier registre. Deuxième registre, c'est l'utilité, je dirais, sociétale, voire démocratique du journalisme. Le journalisme existera toujours. On ne peut pas imaginer une société sans médias. C'est partagé par 87% des Français, là aussi une progression depuis un an. Et le journalisme est indispensable dans une société démocratique. En regard du contexte international que l'on connaît, une progression de 3 points, c'est évidemment quelque chose qui est là aussi clairement perçu par les Français. Voilà sur la place du journalisme et de l'institution que vous représentez pour les Français. Alors, quel rôle vous avez finalement si le journaliste devait avoir un rôle en priorité? Ce serait celui d'un intermédiaire. C'est la slide suivante. 52% des Français, donc plus d'un Français sur deux, estiment que le journalisme devrait être en priorité un intermédiaire, une médiation entre pouvoir et contre-pouvoir, bien loin devant l'idée d'un journalisme de contre-pouvoir, voire un journalisme de quatrième pouvoir. Alors c'est intéressant cette idée d'intermédiaire, puisque ça va être, vous allez le voir, lié à la partie journalisme et politique, puisque c'est une demande aussi très claire, à la fois on l'a dit, vérification de l'information, de neutralité aussi du traitement journalistique. Donc on passe à cette partie, journalisme et politique, et avant d'aborder la campagne qui vient de s'achever et l'autre qui va commencer, peut-être quelques questions sur le journalisme et la politique au sens large du terme. Quel niveau de confiance, finalement, les Français accordent à l'information délivrée par les journalistes sur les différentes thématiques, dont la politique? Alors, sur cette slide, on peut finalement dire les choses de deux façons. La première, ce serait de dire, il y a une présomption de méfiance, puisque la thématique politique arrive, je dirais, en bas de tableau. Une présomption de méfiance qui est, on va le voir, expliquée par un certain nombre de déterminants. 47% des Français donc, font confiance à l'information délivrée concernant l'actualité et la vie politique. C'est un chiffre donc, qui est minoritaire, mais si on regarde d'ailleurs les chiffres, je dirais les avis les plus
comment dire, attendus en tout cas par les Français, c'est vraiment ce côté je n'ai pas du tout confiance versus j'ai totalement confiance. 6% ont totalement confiance contre 19% n'ont pas du tout confiance en l'information délivrée par les journalistes sur l'actualité politique. La deuxième lecture, qui pourrait être le verre à moitié plein, ce serait de dire que finalement 47% au regard de cette idée de défiance assez forte et généralisée dans l'opinion publique, hein, qu'on a tendance d'ailleurs nous-mêmes à un peu à alimenter, c'est pas si catastrophique que ça, surtout lorsque vous faites je dirais la somme entre les peu confiance et pas du tout confiance qui finalement correspondent à 48% de l'opinion publique. Donc vous voyez, 47 versus 48, on est vraiment sur une opinion qui est assez partagée. Donc l'opinion publique est plutôt nuancée sur la question de l'information délivrée par les journalistes sur la thématique politique. Alors cette présomption de méfiance, elle peut s'expliquer de plusieurs façons, et c'est les questions suivantes. D'abord, il y a effectivement un premier déterminant de cette méfiance qui est l'enjeu de la neutralité. Là aussi, on a un constat qui est assez frappant. 61% des Français estiment que les journalistes ne traitent pas de la même façon les hommes et femmes politiques, quel que soit leur bord politique. Alors, on ne leur a pas demandé plus de gauche, plus de droite, plus de centre, etc. Mais c'est assez intéressant de voir que le constat établi assez largement, 6 Français sur 10 estiment qu'il n'y a pas de neutralité, en tout cas, du traitement journalistique par rapport aux différents candidats. Alors, c'est un constat qui est partagé d'ailleurs par l'ensemble des électorats. De manière assez attendue, plus vous vous rapprochez du président réélu et gagnant, plus finalement la perception est positive. Hein. Vous avez le tableau sur votre droite. 49% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour estiment finalement que les journalistes sont plutôt neutres. Et l'électorat plutôt à droite de l'échiquier politique, hein, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, on est sur une défiance beaucoup plus importante. C'est un clivage qui est assez attendu, je le concède, mais qui va s'observer au fur et à mesure des différentes tendances et questions. Deuxième élément, deuxième déterminant, je dirais, au-delà de la neutralité, et ce qui d'ailleurs peut expliquer peut-être l'absence perçue de neutralité par un certain nombre de Français, c'est finalement l'interdépendance que les Français observent entre le monde politique et le monde médiatique. 60% des Français estiment que les journalistes et politiques sont dépendants l'un de l'autre, 21% même totalement dépendants, donc ça dit quand même quelque chose d'assez net dans l'opinion. Là aussi, sur la sogie des électeurs, quelque chose d'assez attendu, puisque sur l'électorat Macron, on est sur plutôt une indépendance perçue, hein, et puis plus on va à droite de l'échiquier politique avec des électeurs d'extrême droite, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, aussi hein, dans un vocabulaire parfois même d'antisystème, une classe médiatico-politique qui semble vraiment être conçue pour s'entendre et donc complètement dépendant. Troisième élément qui explique, je dirais, cette présomption de non-neutralité, je dirais, c'est cette idée de concentration des médias. Alors c'est une question qu'on a souhaité poser parce qu'on a semblé émerger plus en plus dans l'opinion. Alors on a demandé d'ailleurs aux Français, est-ce que pour eux c'était un phénomène, une réalité, est-ce que ce phénomène était une réalité? Alors vous avez une proportion de Français non négligeable, 23% qui ne savent pas dire. Alors on a proposé évidemment la définition quand on a posé la question, mais ça montre bien que ce n'est pas encore totalement installé dans l'opinion. Mais pour autant, vous avez 67% des Français qui considèrent qu'effectivement cette concentration des médias est une réalité en France, qui va poser deux types d'interrogations, deux types de problématiques. D'abord parce que cette concentration, elle porte atteinte au débat démocratique. Vous avez là le graphe d'en haut à droite hein, qui montre quand même que vous avez 82% qui considèrent que cette concentration des médias porte atteinte au débat démocratique, 39% tout à fait atteinte. Et puis vous avez aussi cet enjeu de liberté éditoriale, puisque ça porte, selon les Français, atteinte aussi à la liberté éditoriale. C'est partagé par 65% des Français. Alors, si on s'intéresse maintenant un peu plus particulièrement, un peu plus précisément au traitement de la campagne présidentielle,
Alors vous avez plusieurs choses. D'abord, juste un panorama des différents canaux d'information utilisés par les Français pour s'informer pendant la campagne. Alors là, donc, sur la gauche, hein, les résultats au global, avec très largement la télévision qui apparaît comme le canal d'information principal, avec ensuite deux autres blocs, radio, presse écrite, à peu près équivalent, 38% pour la radio, 37% pour la presse écrite. Et puis ensuite, vous avez un bloc réseaux sociaux, donc c'est les deux derniers items qui représentent en cumul 20 plus 10, 30% des réponses. Et puis Internet, alors journaux en ligne, aussi d'actualité. Donc vous voyez, vous avez quand même, je dirais, un usage et une pratique d'information qui est assez différente, et assez différente surtout selon, évidemment, l'âge des répondants. Donc vous avez la courbe sur la droite, alors, je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais on voit bien quand même qu'il y a une corrélation finalement entre la génération et en tout cas le facteur générationnel et la pratique d'information, notamment sur la télé, notamment sur les réseaux sociaux, bon, ça de manière assez attendue, mais ça montre bien aussi qu'on est face à une population, une opinion publique en tout cas, qui s'informe assez différemment selon évidemment l'endroit où il se situe. Alors on a fait aussi l'exercice selon les électorats, c'est la slide suivante, donc en fonction des candidats. Alors là, c'est intéressant parce que intéressant et pour beaucoup assez attendu, parce que ça dit aussi de la stratégie de communication de certains candidats et de leur présence médiatique. C'est lié aussi évidemment à la sociologie, je dirais, de leur électorat, sociologie en catégorie sociale, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, en âge. Donc Emmanuel Macron, des électeurs qui sont très largement informés par la télévision et par la presse. Marine Le Pen, télévision et l'entourage. Jean-Luc Mélenchon, télévision, radio et Internet à égalité, qui partage d'ailleurs avec Yannick Jadot. Et puis, vous voyez, les deux candidats, Pécresse et Zemmour, télévision toujours, mais pour l'un, la presse, et pour l'autre, la radio. Donc on voit bien aussi que voilà, il y a je dirais un déterminisme derrière l'électorat qui nous semblait intéressant d'exprimer et de formuler. Donc sur cette campagne présidentielle, maintenant qu'on a essayé de balayer la manière dont ils s'informaient, alors première tendance qui nous a semblé assez contre-intuitive là aussi, dans une campagne, on peut le dire quand même, qui était assez inédite, pour beaucoup empêchée même, je crois qu'il y a 54% des Français selon certains de nos chiffres, qui estiment qu'il n'y a pas eu de campagne présidentielle. Et bien, malgré cela, vous avez 57% des Français qui considèrent que la qualité de l'information délivrée par les journalistes durant cette campagne a été bonne. 57%, donc c'est quand même pas négligeable, compte tenu, comme je le rappelais, de ce contexte-là, compte tenu aussi de cette défiance, que l'on rappelle assez souvent, entre les Français et le traitement journalistique sur la thématique politique. Donc c'est quand même un score qui nous a plutôt étonnés. On s'attendait à bien moins. Et le sous-total, vous voyez, de mauvaise qualité ne représente, je dirais, quasiment qu'un tiers des répondants. Sur l'électorat, c'est assez intéressant aussi, puisque là, de manière attendue, on a l'électorat d'Emmanuel Macron, 79%, qui estime que la qualité de l'information a été bonne. Jean-Luc Mélenchon, 59%. Donc ça, c'est aussi un chiffre qui nous a semblé assez intéressant. Et puis, Marine Le Pen et Éric Zemmour, peut-être l'effet déceptif des choses, mais là aussi surreprésenté pour le coup par la mauvaise qualité de l'information perçue. Alors, de bonne qualité et puis plutôt utile, puisque 53%, c'est la slide suivante, 53% des Français estiment que cette information délivrée pendant la campagne leur a été utile. Là aussi, c'est un score qui nous semble plutôt positif compte tenu d'une campagne qui a été quand même peu porteuse d'une réelle dynamique, d'enthousiasme. Donc 53% des Français estiment que cette information a été utile. Ça dit aussi, à mon sens, des choses sur le traitement journalistique de la campagne, les programmes, les formats qui ont été proposés. On a longtemps débattu sur le fait qu'il n'y ait pas eu de débat de premier tour. Pour autant, voilà, ce traitement-là a été, pour une majorité des Français, même si elle est fragile, plutôt utile. Alors là, aussi, sur le report, enfin la restitution de vote, vous avez Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron surreprésentés sur l'utilité. Peut-être que c'est aussi les candidats qui ont su profiter le plus de cette séquence-là. Et puis Marine Le Pen et Éric Zemmour qui, là, plutôt est dans une forme de défiance et qui pense plutôt que cette information a été
inutile. Alors j'avance pour conclure sur cette partie politique et aborder très rapidement le traitement de la guerre en Ukraine. Sur l'utilité des journalistes, du journalisme et du traitement médiatique pendant cette campagne. Utile pourquoi? Alors là, vous avez plusieurs je dirais, registres de réponses. Première chose, vous avez là, pour le coup, une forme de prouesse quand même, hein, il faut le montrer, 56% des Français qui estiment que cette information leur a été utile pour comprendre et connaître les programmes proposés. Alors je pense que c'est une campagne qui a été finalement aussi assez peu porteuse, hein, de propositions très fortes qui ont émergé dans l'opinion publique. Pour autant, voilà, cette information-là leur a permis, hein, pour près de 6 Français sur 10, à connaître les programmes proposés. Un peu plus faible, 52% estiment que cette information a été utile pour connaître les différents candidats. Alors ça s'explique aussi parce que finalement le trio de tête, voire le quatuor de tête, est plutôt des candidats qui étaient connus bien avant cette campagne de 2022. Et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que est-ce que cette information vous a aidé à vous faire une idée des enjeux de l'élection? Ce n'est oui que pour 50%. Ça dit là aussi beaucoup d'une campagne qui a eu du mal finalement à susciter de l'intérêt pour l'opinion. Et puis, on est quand même face à une information qui plutôt conforte les choix, plus qu'il ne les oriente, puisque vous avez seulement, je dirais, 31% des Français qui considèrent que cette information leur a aidé à faire un choix dans leur vote. Voilà. Et puis, je termine sur la guerre en Ukraine, donc changement un peu de registre, par deux questions. La première, c'est sur le traitement de cette guerre en Ukraine. Donc là, aussi deux registres de réponses. D'abord, une information très clairement utile à la fois pour comprendre la réalité des faits, comprendre la complexité des tensions internationales. Hein, donc c'est partagé par plus de 7 Français sur 10, 74%. Précisément. Et enfin, un enjeu, là aussi, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de vérification de l'information, hein, dans un contexte qu'on le connaît. Donc une information utile pour se forger une opinion sur les responsabilités et pour corriger les fausses nouvelles. Donc plus de 6 Français sur 10 actuellement. Donc ça montre bien aussi l'utilité dans ces temps-là du journalisme, comme on le disait tout à l'heure, entre guillemets, professionnel. Et enfin, la dernière question, qui aussi dit beaucoup de l'attente des Français face au journalisme qu'ils considèrent, et là très clairement, hein, comme une forme d'institution démocratique, on l'a dit tout à l'heure. Donc ce traitement journalistique de la guerre en Ukraine est utile évidemment pour 82% des Français, indispensable pour 78%. Et puis je terminerai peut-être par un chiffre qui me semblait là aussi intéressant, orienté quand même pour 51%. Alors c'est peut-être aussi, je pense, la nature, je dirais, du conflit et peut-être aussi de la politisation qui en a été fait notamment au cours de cette campagne présidentielle. Voilà, c'était quelques chiffres pour laisser répondre les invités et pour éventuellement lancer des discussions. Merci beaucoup. Bon, je me lance. Non, moi je voulais juste faire peut-être une petite remarque. Moi, ce qui m'a marqué, c'est évidemment les clivages partisans, hein, qui quand même transpirent tout au long de cette étude. Avec, tu as parlé du cas des deux candidats d'extrême droite. Je crois que c'est même encore plus marqué pour le camp Zemmour, où on voit que les gens qui disent avoir voté pour Éric Zemmour sont en opposition sur tous les sujets. Donc voilà, ça dit aussi des choses de sa campagne, de son électorat. Ça, c'était une première remarque, tu l'as dit, mais je voulais le redire. L'autre chose, c'est, et tu l'as employé aussi, tu parles de médias professionnels. Je crois que ce qui transparaît aussi dans tout ce baromètre, c'est que les indicateurs sont plutôt bons sur la reprise de conscience du fait que le journalisme est un métier et du fait que c'est par les médias professionnels qu'on peut avoir l'info de meilleure qualité. Ma question, ma remarque annuelle et récurrente, puisque étant encore le représentant d'un média privé, c'est celle de la gratuité. Tous les ans, avec mes confrères du service public, on s'interroge là-dessus, en sachant que l'info du service public n'est pas gratuite non plus. Hein. Mais en tout cas, les gens, au fil des ans, prennent conscience que
l'info a une valeur et donc elle a un coût. Et je crois que c'est aussi bon signe pour nous. Je vais passer après. On fait un homme, une femme. Enfin, ça va pas être beaucoup. Bonjour. Moi, j'ai 3 réflexions par rapport à l'étude. Un, je la trouve relativement pertinente et remontante. C'est-à-dire que les gens soient inquiets de la concentration, c'est une évidence. On l'est tous, certains en plus que d'autres. Que les gens considèrent que dans la période où il y a eu l'Ukraine, où il y a des crises graves, le journalisme soit utile, je trouve ça aussi plutôt remontant. Quand on voit notamment, je ne vais pas parler pour ma chapelle, mais quand on voit le nombre de journalistes qui sont dans les différents médias, et je parle pour France Télé, des gens comme Varamian, comme Maris Burgot, des gens, il n'y a pas que des filles, mais il y en a quand même beaucoup qui osent aller passer un mois et demi au péril de leur vie, si j'ose dire, pour défendre des trucs. Je trouve que les gens réagissent bien. Le troisième truc qui m'insupporte en général, c'est l'histoire sur le journalisme politique. Alors, c'est pas que ça m'insupporte parce que je me considère visée. Ça m'insupporte parce que je considère que ça charrie un nombre de fantasmes qu'il serait relativement facile de déminer s'il y avait des discussions entre les téléspectateurs, les gens, les journalistes, et qu'on leur explique et qu'on balance un certain nombre de choses. En leur disant, que je trouve que le côté intermédiaire entre les pouvoirs publics, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. 2, le fantasme de ils déjeunent ensemble et tout. Ouais, on déjeune de temps en temps avec eux, puis on déjeune avec eux, et puis de toute façon, qu'est-ce que ça change? On n'est pas acheté, on n'est pas vendu, on ne touche rien, contrairement à certains. Donc toute cette présomption de milieu pourri qui serait consanguin avec les politiques, c'est vrai quand on fait une campagne électorale, on les suit, c'est vrai que quand on a besoin d'informations, il faut les voir. Parce que le prototype du journaliste qui reste chez lui ou qui reste dans sa salle de rédaction et qui téléphone même pas pour avoir une information, ça me semble pas être totalement du journalisme. Après, à chacun de se tenir correctement, à chacun de ne pas franchir une ligne. Et j'aurais tendance à dire que les téléspectateurs ne sont pas des imbéciles. C'est-à-dire que quand si on avait une espèce d'officine à France 2, France 3, TF1, JDD, de quelqu'un qui serre les pompes, pour parler vulgairement, tous les jours, d'un candidat, d'un politique, en tordant la réalité, il y a de la concurrence, les gens, et vous l'avez montré, sont nourris d'informations, donc ils s'en rendraient compte. Ensuite, croire que si on dit quelque chose à la télé, ça fait voter les gens pour Macron, pour Mélenchon, pour Marine Le Pen, c'est faux. On n'a pas ce pouvoir-là. Donc, premier truc. Et dernière chose désagréable que je vais dire, c'est que quand on voit cette attaque contre le journalisme politique, est-ce que quelqu'un s'est demandé si les journalistes sportifs avaient dormi pendant tous les Tours de France, ne voyant pas qu'il y avait du dopage, ne voyant pas toutes ces choses-là, que quand on vous vend un film dont certains journalistes savent qu'il est nul, parce qu'il y a des coproductions et qu'on ne peut pas le planter, ça ne pose de problème à personne. Quand on fait venir des artistes en promo en disant son single sera dans les bacs la semaine prochaine et qu'on lui dit qu'il est merveilleux alors qu'on sait très bien qu'il ne l'est pas, j'ai tendance à dire que ça réhabilite les journalistes politiques parce que tu n'en as pas parlé, mais dans ta défiance, ton baromètre de défiance, la politique en 1. Très bien, alors que la culture, les mecs sont merveilleux, ils n'ont pas de copains, c'est sûr qu'ils ne sont pas là pour faire la promo de leurs copains. Donc moi, ça me dérange un peu, je n'attaque absolument pas les journalistes sportifs, mais je considère que leur enthousiasme et leur façon d'interviewer certains footballeurs, certains tennismen, certains coureurs, on a l'impression qu'ils sont en extase et jamais ils ne posent de problème, jamais on parle de l'argent qu'ils peuvent gagner, alors qu'on fantasme sur les journalistes politiques. Et j'arrête là, pour pas qu'on croie que c'est quelque chose, une défense pro domo, et que je trouve qu'il serait formidable qu'on puisse rencontrer, nous, beaucoup de gens. On l'avait fait à une époque à France Télé, c'est-à-dire on allait un soir dans une salle, c'était gratuit, et les gens avaient le droit de nous demander ce qu'ils voulaient, nous demander combien on gagnait, nous demander comment on travaillait, nous demander si, voilà, de manière à réduire la fracture et éviter qu'on soit considéré comme une espèce de petite caste de puissants. Ce qui n'est pas vrai, c'est un peu vrai, ça l'a été un peu une époque, mais dire que la compromission entre les journalistes politiques et les politiques, du genre on se tient les uns les autres, pas l'impression, vous voyez. Les journalistes aéronautiques, quelquefois, qui ne disent pas exactement ce qui se passe. Voilà, donc je ne suis pas là pour dénoncer les autres, pour me défendre, mais un peu. Bonjour. Moi, j'ai commencé pigiste, journaliste sportif. Et on m'a toujours dit que dans le journaliste sportif, il y avait 2 mots de trop, donc je ne suis pas surpris. Moi, j'étais d'accord avec ce que tu as dit, dans l'intégralité.
Moi, je vous parlerai plutôt de l'Ukraine, parce que je représente France Média Monde, qui est un groupe international qui fait essentiellement dans son cahier des charges de l'actualité internationale. Non pas qu'on n'ait pas traité la présidentielle, on a fait des soirées, mais le fonds de commerce, entre guillemets, de France Média Monde, c'est quand même l'actualité internationale. Donc sur l'Ukraine, moi, il y a un chiffre qui a attiré mon attention, c'est que si le traitement de la guerre est jugé utile par une majorité des gens qui ont répondu, il y a quand même 51%, c'est une petite majorité, mais c'est quand même une majorité, 51% des répondants qui estiment que c'est un traitement orienté. Moi, ça me questionne, parce que la vérité, à mon sens, c'est que s'il n'y a pas de journalistes français et étrangers en Ukraine, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de journalistes témoins, il n'y a pas de témoignage sur place. Nathalie parlait tout à l'heure du courage des journalistes qui vont sur place, parce que c'est vrai, il en faut énormément pour aller là-bas. Et si on n'y va pas, il reste juste la propagande. Donc ce chiffre de 51% qui parle d'un traitement un peu orienté m'a fait un peu tiquer. Je me suis dit que peut-être que ce sentiment pouvait être nourri par quelque chose qui a pu ressembler à une héroïsation de Volodymyr Zelensky au tout début du conflit, puis encore aujourd'hui, parce que c'est un très très bon communicant et un très grand communicant. Et quand on est journaliste et que quelqu'un parle, on y va. Parce que c'est toujours intéressant d'écouter ce que les gens ont à dire. Et c'est vrai qu'en termes de communication, le président ukrainien est très fort. Donc il y a peut-être ce sentiment qui est né de là. Il y a peut-être eu aussi un petit peu de maladresse, notamment au tout début du conflit, de beaucoup de journalistes, où il y avait un espèce d'atavisme avec les Ukrainiens. Ils ont les mêmes voitures que nous, ils sont pas loin, ils nous ressemblent. Et je pense que ça a pu créer aussi un malaise, en tout cas moi je l'ai ressenti, et qui a pu un petit peu gêner pas mal de monde sur l'idée qu'un conflit reste un conflit, qu'il soit à 2 heures de Paris ou plus loin. Voilà, je me dis que c'est peut-être aussi une des raisons qui explique ça. Voilà. Moi, je finirais juste en vous disant que la guerre en Ukraine, c'est évidemment important pour tous les médias. Je ne sais pas si vous connaissez très bien France Média Monde, parce qu'on est essentiellement vu et écouté à la radio et à la télé ailleurs qu'en France, parce qu'on n'a pas beaucoup d'émissions, pas beaucoup de canaux de diffusion hors câble sur la France. Nous, on a eu une trentaine de journalistes en Ukraine dès le début du conflit. Aujourd'hui, on en a 15 ce mercredi. Il y en a 10 pour France 24, parce que France 24 est une chaîne en 4 langues, donc en français, en anglais, en arabe, en espagnol. On en a 5 aujourd'hui pour RFI, Radio France Internationale. On fait des points sécurité tous les matins avec un directeur de la sûreté qui travaille au groupe France Média Monde, parce que alors c'est pareil à France Télé et puis c'est pareil aussi à Radio France. Les journalistes sont suivis évidemment pour assurer autant que faire se peut leur sécurité. Et puis voilà, c'est important quand même de noter que leur travail est fondamental, primordial, mais il est aussi très très dangereux, et qu'il est aussi il peut être aussi très traumatisant. Les journalistes qui partent en Ukraine ne partent pas aux champignons. Les journalistes qui partent en Ukraine vont au contact de gens qui vivent dans un pays en plein conflit. Et quand ils rentrent, c'est parfois compliqué pour eux. Donc on met en place, nous, à France Média Monde, des séminaires avec une psy, des séminaires collectifs, et puis des rendez-vous aussi individuels pour que les gens puissent vider un petit peu tout ce qu'ils ont accumulé. Parce que, comme le disait Nathalie tout à l'heure, les gens partent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est très très long. C'est très difficile, et voilà. Enfin, moi, on est bien là dans nos canapés à vous parler de tout ça, même si, comme dirait Balladur, il fait chaud. Mais c'est eux qui donnent vraiment sens à la mission de France Média Monde et des autres médias, je pense, aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste penser plutôt à ceux qui bossent. À propos de canapé, je voulais dire que j'avais hérité du fauteuil le plus traître du site. Mais comme il y a des valeurs qui sont quand même importantes et qui tiennent éveillées, alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui peut être autosatisfaction, qui est réconfortant. Ce qui est intéressant toujours dans un baromètre comme ça, c'est de chercher évidemment ce qui va nous interpeller, nous inquiéter, nous énerver, nous agacer, nous fatiguer peut-être, de tirer ce fil pour voir pourquoi encore il y a un tel ressenti dans la population. Donc c'est 2 choses que je vais reprendre. C'est encore une fois la question de l'indépendance vis-à-vis de la politique,
et la question de l'orientation sur le traitement d'une guerre. L'indépendance sur la politique, alors Cyril l'a dit, il est le seul média privé ici, mais nous, en tant qu'acteurs de l'audiovisuel public, pardon, mais le principe de neutralité, c'est pas une supposition, c'est pas un cahier des charges, c'est une évidence. La question de la liberté, elle est fondamentale. Moi, je suis à Radio France depuis le début, j'ai toujours travaillé dans une très grande liberté de ton et j'en suis heureux. Personne ne m'a jamais dit ce qu'il fallait faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que le ministère de l'Information, c'était il y a très longtemps, c'est il y a quand même 50 ans. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et quand on dit souvent que radio de service public, c'est qu'on est Radio Macron, par exemple, aujourd'hui, ou Radio Élysée, non. Radio de service public, c'est radio au service du public. Ceux qui nous disent cette définition-là, on voit très bien ce qu'ils feraient d'une radio de service public, une radio d'État. Ce n'est pas le cas. On n'en est pas loin. Maintenant, pourquoi ça perdure un tel sentiment? Parce que, quand même, moi j'ai des amis, de ma famille, je ne suis pas journaliste politique, alors j'imagine ce que Nathalie doit entendre, mais moi, on m'imagine en train de déjeuner régulièrement avec des ministres. C'est pas vrai. Je ne suis même pas journaliste politique, ça n'a pas été. Moi, je viens du reportage, donc j'ai jamais été dans un service politique, et pourtant, comme je suis journaliste, encore une fois, des gens informés, des amis, imaginent que régulièrement, je peux avoir un dîner avec des ministres. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Comme le dit Nathalie, il faudrait peut-être qu'on discute un peu plus souvent avec le public, ce qu'on essaye de faire à Radio France d'ailleurs, mais visiblement pas assez, pour essayer de comprendre ça. Après, il y a évidemment tout ce qui concerne la question pure politique. C'est-à-dire que souvent, tout le monde est engagé en politique. Même ceux qui se disent bah, la politique, je m'en moque, c'est pas vrai. Au fond de soi, on a toujours au moins une conviction politique. Si elle n'est pas idéologique, on a au moins des opinions. Donc rien n'est jamais neutre chez celui qui reçoit. C'est bien beau d'attaquer la neutralité de celui qui émet, mais celui qui reçoit n'est pas neutre quand il reçoit l'information. Donc quand il reçoit une information qui n'est pas conforme à ce qu'il pense, ça peut aussi le déranger. Il ne faut jamais perdre ce point de vue-là aussi. Souvent, on veut enfermer le journaliste politique dans une forme de, finalement, militantisme. Si j'entends un discours qui ne correspond pas à ce que je pense, alors je vais être dérangé, je vais penser que l'autre, finalement, il exagère. Et que finalement, le pari de l'intelligence et le principe de la neutralité, quand on est militant politique ou qu'on est dans d'une forme engagée, eh bien, on peut être dérangé par ce qu'on entend. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue c'est pas un réflexe d'autodéfense de dire ça, c'est une réalité. Tout comme on peut accepter la critique d'être perçu de la sorte, et je la reçois, et je me demande comment on peut faire pour y remédier. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'une information, c'est un émetteur et un récepteur. Et un récepteur peut recevoir une information. Combien de fois on a entendu des dossiers traités par les médiateurs qui nous parlent de choses qui n'ont jamais été dites à l'antenne? Et pourtant, le bien fondé de l'auditeur est d'avoir cru comprendre ce qu'il a entendu, mais qui n'a pas été dit en ces termes. Donc il y a quand même cette chose-là qui, à mon avis, est toujours importante à préciser. Ensuite, il y a ce vrai ressenti de pouvoir journalistique qui est quand même, parce qu'il y a des journalistes politiques qui suivent des hommes politiques, évidemment, chaque rédaction a un journaliste attitré à un candidat, une formation politique, qui les suivent. Et là, on ne peut pas faire totalement abstraction de l'humain. Mais ça ne veut pas dire accointance, ça ne veut pas dire proximité, c'est insulter ces journalistes. Dans ces assises de journalistes, il y a beaucoup d'étudiants, et c'est ça qui est super, c'est de pouvoir nous rencontrer des étudiants ou des jeunes qui veulent faire du journalisme. C'est les insulter que de leur dire que demain, ils seront à ce moment-là pas libres et dépendants d'un pouvoir politique. C'est pas ça notre métier. En tout cas, on ne l'imagine pas comme ça, pouvoir politique ou économique. Alors oui, je me pose la question, comment faire? Alors que moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, entouré de gens où je vois qu'on n'est pas lié au pouvoir politique, qu'on a quand même une liberté de ton précieuse et rare. Comment encore on peut imaginer ça de l'autre côté? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'une bonne fois pour toutes, on comprenne que non, on a une liberté de ton, qu'on y tient et qu'on fait tout pour la préserver, en effet. Et sur le journalisme de guerre, c'est à peu près la même chose. Orienté. Alors moi, là, je peux parler de quelque chose que je connais, puisque j'ai fait les guerres d'Afghanistan, d'Irak, que j'ai été reporter de guerre au début des années 2000, et que je vois très bien ce que ça a été sur le terrain. On a un effort à faire considérable quand vous êtes, vous, embarqué dans une guerre en tant que Français,
À l'époque, on était quand même alliés des Américains. Donc ça veut dire qu'on était avec le commandement américain qui progressait en Irak. Mais quel était moi? Je ne voulais pas du tout recracher bêtement ce que disait le commandement américain. C'était à nous de trouver entre ce que nous disaient les Américains et la réalité de terrain, d'aller essayer de voir ce qui relevait de la stratégie militaire américaine et de la véritable opération de guerre sur le terrain. Aujourd'hui, on est à peu près sur les mêmes principes, sauf qu'on n'est pas belligérant en quelque sorte, mais qu'on a quand même une position qui va être évidemment côté ukrainien, du côté de l'agressé, mais pour autant, on fait un effort considérable sur le terrain pour ne pas être pro-ukrainien. L'idée, c'est de raconter ce qui se passe sur le terrain, de raconter cette guerre d'artillerie dégueulasse. Une guerre n'est jamais propre, mais là, effectivement, comme le disait Nathalie, Cyril, tout à l'heure, on est dans la boue, on est dans les tranchées. Qui pouvait imaginer une guerre en Europe dans les tranchées comme en 14-18? Et quand on est sur le terrain à documenter une guerre en temps réel, on ne fait pas forcément la critique des Russes, même si ce qui peut ressortir. Quand on a découvert Boutcha, on n'a pas dit que c'était les Russes, on a dit que c'était des crimes qu'on pouvait imputé peut-être aux Russes, mais qu'on n'en savait encore rien. On a attendu d'abord qu'il y ait une enquête, que ce soit documenté, et ensuite on a enfin dit que c'était effectivement les Russes qui étaient à l'origine de cela. Mais quand on dit orienté, je ne suis pas d'accord, on fait tout, parce que c'est notre métier de journaliste, pour que ce ne soit pas orienté, pour documenter ce qui est réel. Et comme tu le disais à l'instant, si on n'est pas sur place, si ce n'est pas documenté, alors c'est la place à la propagande. Typiquement, Mariupol, s'il n'y avait pas eu ces 2 journalistes de la paix, on ne pouvait pas documenter ce qui se passait à Mariupol au tout début. Parce qu'on est aussi confronté au problème de la sécurité de nos journalistes. On ne peut pas leur dire d'aller sous le feu pour risquer leur vie. Et donc, quand on voit toutes nos équipes d'ailleurs ici, quand je veux rendre hommage aussi aux équipes de France Télé qui sont particulièrement mobilisées sous le feu, justement. Quand on voit les risques que prennent ces journalistes pour informer, c'est pas les insulter que de dire que c'est orienté. Moi, ça peut vraiment m'énerver d'entendre des choses pareilles. Parce qu'effectivement, notre métier, là, c'est d'aller sur le terrain pour informer et pas jouer le soldat de guerre. Réellement porter une information. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nos valeurs, que d'informer sans être associé à des belligérants, des soldats, ou être instrumentalisé par une stratégie de guerre. Donc, je peux entendre que parce que c'est la guerre, on se dit qu'on est d'un côté et que du coup, les journalistes vont porter la parole d'eux. Je peux vous assurer qu'on fait tout pour que ce ne soit pas le cas. Moi, je rajouterais que quand tu regardes le dispatching dans les électorats, entre ceux qui considèrent que l'information sur l'Ukraine est orientée, tu retrouves quand même des gens qui ont une proximité avec Poutine et qui défendent Poutine avant l'intervention de la guerre. Donc évidemment, c'est orienté, parce qu'évidemment, si on raconte ce qui se passe en Ukraine, ça les dérange par rapport à leur position d'avant. Donc là aussi, il faut regarder avec les croyances, les camps des gens, parce que je trouve que c'est assez édifiant, même si... Mais quand on regarde chez Marine Le Pen, chez Éric Zemmour, voire chez Jean-Luc Mélenchon, le côté orienté, oui, mais d'une manière générale, ça va quand même transpirer un peu partout quand même. Oui, bien sûr. On a fini, c'est ça? Ou c'est questions publiques, je sais pas. Non? Bonjour, une question sur, je suis ici, une question sur la manière de traiter la politique. Elle est surtout traitée, j'ai l'impression, comme une espèce de jeu entre candidats, et je pense que c'est assez plaisant à suivre. Est-ce que c'est l'avenir de continuer à la traiter comme ça, ou est-ce que c'est pas un petit peu paresseux de le faire comme ça, et que c'est pas plus difficile d'aller sur le terrain, un petit peu comme l'avait fait Le Monde avec Fragment de France, ou comme l'a fait la presse quotidienne régionale au quotidien? Est-ce que c'est pas un peu l'avenir pour traiter la politique autrement, d'un peu se séparer de ce jeu politique, d'aller suivre les meetings et les petites phrases des uns et des autres, et de s'intéresser un petit peu au fond des choses? Bon. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense qu'il y a plusieurs formats qui cohabitent. C'est-à-dire, il y a effectivement ce qu'on appelle, toujours avec un air méprisant, la politique politicienne.
C'est pas forcément inintéressant de savoir comment les négociations entre socialistes, Verts, PC et LFI se sont passées. Alors évidemment, on ne va pas en faire 3 heures sur les conciliabules secrets, mais de voir par exemple qui on met dans telle circonscription, comment c'est fait, ça on le traite. Pendant toute la campagne électorale, que ce soit sur la 3, sur la 2, sur France Télévisions, sur la chaîne Info, on a panaché avec des reportages, c'est-à-dire aller voir un peu chez les gens, mais là aussi, la recherche de l'équilibre est complexe, parce que si vous allez vous allez à côté des Nains-Beaumont, ou si vous allez à côté de Fréjus, ou si vous allez en fonction des lieux que vous choisissez, des CSP que vous choisissez, des gens que vous interviewez, c'est forcément non pas l'objectivité, d'ailleurs qui est un terme difficile à définir, et quelque chose vers lequel on tend. Mais c'est pas parce qu'on met un mec de gauche, un mec de droite qu'on est content et qu'après les choses. Donc vous avez raison, ce sont des formats qu'on essaie de développer, souvent dans le magazine, parce qu'il faut plus de temps, parce que vous savez, un journal télévisé, c'est quand même 30 à 40 minutes. C'est plus facile dans la presse écrite. On peut avoir une double page dans Le Monde ou dans une enquête de terrain sur je sais pas quoi, donc on essaie de le faire. Et je pense que la critique la petite phrase, bien sûr, quand il y a un meeting, il y a une phrase, mais je crois pour avoir regardé, voire participé aux émissions, avoir regardé celle de TF1 aussi, parce que je ne suis pas que TF1, celle de BFM, celle de la 3, le Tellier, celle de la 2, celle de... Enfin, je trouve que cette année, on a passé notre temps sur le fond. Il n'y avait quasiment pas de questions politiques. Du genre avec qui, il y avait peut-être un truc à la fin du genre vous gouverneriez avec qui, mais on a passé des heures sur les éoliennes, des heures sur l'énergie, des heures sur le nucléaire, des heures sur l'immigration. On a essayé de leur demander si la perpétuité réelle, c'était un concept qui tenait debout. On leur a demandé comment on allait recruter dans les secteurs en tension, si on faisait partir tous les immigrés. On a regardé sur les impôts, la PIX a décortiqué les trucs, le financement, Salamé aussi, les boulots. Enfin, j'ai trouvé que moi, j'ai même regretté qu'on soit un peu trop sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment un petit peu politicien, pas politicien, mais quand on aime la politique. Mais je comprends ce que vous dites, mais je crois que les rédactions sont conscientes qu'il faut faire plus de reportages, tout en sachant que c'est difficile dans le cadre d'un journal. Mais c'est vrai, Nathalie, qu'on a fait le reproche de cette campagne pauvre, qui était la responsabilité politique, mais on en a fait le reproche aux journalistes après, ensuite en disant que si cette campagne était pauvre, c'est aussi parce qu'on ne la rendait pas intéressante. Bah oui, alors pourtant il y a eu vraiment un effort, je trouve, parce que des thèmes entiers sur les choix en matière d'agriculture, je ne trouve pas qu'on a donné dans la facilité avec... on a vraiment épluché la fin de vie, les propositions, le cannabis, des sujets sociétaux. Voilà, alors à tel point que les gens en avaient ras-le-bol en disant mais c'est toujours les mêmes questions, mais elles étaient sur le fond, pour le coup, on était beaucoup sur le fond. Et chacun média, radio, télé, a fait un face A, c'est-à-dire face à Europe, face à Inter, face à France Info, en reprenant de A à Z tous les programmes. Donc, bon, on essaiera de continuer comme ça dans 5 ans, mais c'est peut-être vous qui le ferez à ce moment-là dans 5 ans. Il y a un sujet aussi, pour rebondir là-dessus, sur l'organisation des rédactions. C'est vrai que, nous, je sais, on a dû faire une quinzaine de pages reprenant les programmes des principaux candidats sur des thématiques. Paradoxalement, ces pages-là ne sont pas les pages qui intéressent le plus les journalistes politiques. C'est pas ce qu'ils aiment faire, alors qu'on sait que c'est ce dont les lecteurs, alors je dis pas qu'ils en raffolent, mais en tout cas ils en ont besoin. On parlait d'utilité du journalisme, ça leur est utile, et donc il y a un sujet d'organisation des rédactions, c'est-à-dire que ces pages-là qui sont entre guillemets de l'utilité, du pratique sur des programmes, souvent il faut les faire par d'autres que les journalistes politiques, alors même que ça s'intègre dans la campagne et que ça prend de la place à la, comme disait Nathalie, la petite politique, entre guillemets. Il faut imaginer qu'une élection présidentielle, c'est comme une Coupe du Monde pour un journaliste politique. C'est la fin de 5 ans. Et donc voilà, il y a aussi ce sujet en interne d'organisation des rédacs pour être capable de s'organiser. Et bonjour. J'avoue avoir été un petit peu surpris et mal à l'aise après l'intervention d'Éric Valmire. Je lui dis en toute confraternité, mais j'ai entendu une critique des gens qui vous écoutent.
une indignation face à des gens qui vous disent « vous êtes orienté ». À mon avis, il faudra appliquer la formule de Spinoza, ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. Oui, en Ukraine, l'information est orientée et ce n'est pas anormal. Est-ce que vous pouvez envoyer aujourd'hui un journaliste en Russie? Est-ce que Poutine le laisse faire? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un agresseur et un agressé? Oui. Est-ce qu'un journaliste doit être neutre? Eh bien, moi, je vous réponds non. Un journaliste doit être honnête. Mais la neutralité, vous savez, c'est comme la Suisse. C'est une page pour Hitler, une page pour les Juifs. Je ne crois pas que les journalistes doivent être neutres. Je crois qu'ils doivent appliquer un principe simple. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Et comme le disait Nathalie Saint-Cric, les téléspectateurs et les auditeurs ne sont pas si bêtes, ils font la différence. Et moi, je ne suis pas gêné, pour ce qui est de l'Ukraine, pour la politique, c'est autre chose, mais je ne suis pas gêné que certains nous disent, vous, journalistes, vous êtes orientés vis-à-vis de l'Ukraine. D'abord, je leur dis, d'accord, expliquez-moi comment je fais autrement. Et deuxièmement, oui, il y a un agressé, il y a un agresseur. C'est aussi notre rôle de journaliste de dire cela. Alors, par contre, peut-être que l'on pourrait, quelque part, être moins laudateur des dirigeants ukrainiens, rappeler certains faits concernant, par exemple, Zelensky, qui ne sont pas tout à son honneur, rappeler ce qu'est le régiment Azov et d'où il vient. Ça, c'est peut-être des choses que l'on pourrait faire, qu'on ne fait pas, peut-être pas assez. Mais sinon, moi, je n'accuse pas les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. J'essaie de leur faire comprendre. Ce n'est pas pareil. J'aimerais bien savoir où vous avez entendu que j'avais accusé ceux qui nous écoutaient et ceux qui nous Vous avez regardaient. dit qu'ils vous insultaient, vous avez Non, dit que vous étiez non, indigné, je reprends vos mots. Oui, mais En toute mais vous confraternité, voyez, c'est marrant. une fois encore. Hein, C'est marrant, pas... mais c'est bien parce que c'est filmé et enregistré. Donc, j'ai dit qu'on pouvait se sentir insulté. C'est pas pareil. Qu'on pouvait se sentir insulté sur le terme orienté. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est des gens qui risquent leur vie. Attention, je parlais de ça, de risquer sa vie pour informer. Et que dire alors que quand on risque sa vie pour informer et qu'on essaye d'informer en documentant une situation de terrain et qu'on va dire à ce moment-là qu'on est orienté, pardon, on peut prendre ça comme quelque chose, en effet, d'insultant. Parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour justement ne pas être orienté, mais comme vous venez de le dire, rapporter des faits, et des faits de terrain, des situations de terrain. Donc, pardon, c'est pas être orienté de rapporter des faits de terrain. Être orienté, c'est prendre un fait de terrain et l'instrumentaliser et lui faire dire autre chose. C'est pas pareil. Donc, là, encore une fois, la valeur cardinale, c'est de rapporter un fait de terrain. Et c'est en ça que je pense que ce journal, cette mission d'information, elle est primordiale. Parce que si elle n'est pas faite, alors oui, c'est la place à la propagande. Les gens qui trouvent qu'on a une information orientée. Est-ce que c'est en leur disant « Oh, ce que vous me dites est insultant » ou est-ce que c'est en leur expliquant les limites de l'exercice et le fait qu'un journaliste n'est pas forcément neutre? C'est pas la même chose. Vous parlez à quelqu'un qui organise avec Radio France des sessions à travers toute la France, Parlons Info, pour aller expliquer justement aux uns et aux autres comment on travaille, et pas en faisant des débats sur scène, en se présentant devant des gens, en disant maintenant on est là pour répondre à vos questions, c'est-à-dire qu'on ne parle pas entre nous, on répond à vos questions, qu'est-ce que vous avez à nous reprocher, qu'est-ce que vous voulez savoir de comment on travaille. On essaye de faire beaucoup de pédagogie, mais cette pédagogie, visiblement, elle ne suffit pas, puisque vous voyez bien sur des valeurs barométriques comme celle-là, qu'il y a encore une fois, que ce soit en politique ou encore une fois sur la guerre en Ukraine, des choses qui sont encore de l'ordre du ressenti collectif. Et que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, particulièrement démuni, parce qu'on fait tout dans notre façon d'être pour justement être le plus pédagogue, le plus ouvert, et encore une fois, de rapporter le fait comme valeur cardinale de l'information. Et pour autant, eh bien, il y a encore cette petite musique dans l'inconscient collectif qui associe à quelque chose d'irrationnel. Et on n'a pas, au bout d'un moment, moi, j'ai plus la solution, si ce n'est de multiplier les opérations de pédagogie et d'être le plus honnête possible dans l'exercice de mon métier. Mais on peut discuter ensuite. Hein. Bonjour. Moi, je suis en école de journalisme. Et j'avais une question par rapport à, pareil, sur le sujet politique et le traitement médiatique de la politique. En fait, je voulais évoquer avec vous l'expression porte-micro qui peut exister et cette critique-là qu'on peut faire aux
aux journalistes politiques de ne faire que comment dire, partager. Par exemple, vous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez traité des contenus des programmes des candidats pendant l'élection présidentielle. Et il y a cette critique qui existe, même au sein des écoles, que ce soit dans les professeurs. Même ce matin, il y a eu une table ronde avec des directeurs et directrices d'école qui évoquaient cette critique-là du journalisme politique. L'idée que certains, dans les médias mainstream, on met en avant le contenu du programme sans aller forcément dans la contradiction. On peut expliquer les points, parfois dire un pour, contre, mais sans rentrer dans les détails, sans développer un peu plus. Je voulais avoir un peu votre avis vis-à-vis de ça. Cette critique, vous la considérez comme légitime, mais évidemment, je pense pas. Mais pourquoi est-ce que, d'après vous, il y aurait cette critique au-delà de l'opinion publique, s'il existe, aussi dans le métier et dans les écoles de journalisme, que ce soit à travers les étudiants, même les intervenants, professeurs et autres? Alors, je ne veux pas non plus à chaque fois que vous ayez l'impression que je suis en train de défendre ou d'avoir un côté corporatiste imbécile qui est toujours de défendre. Je n'ai pas l'impression, dans des chaînes généralistes, qu'on soit porte-micro. Je peux vous donner 3-4 exemples que j'ai en tête, parce que je les ai en tête parce que j'y ai participé, c'est pas pour la ramener. C'est que quand dans le programme de Pécresse, il faut interdire le port du voile aux fillettes, on ne lui a pas laissé passer ça. On a dit, c'est quoi une fillette? C'est 12, 13, 14, 15, on sait c'est une fillette. À quel moment? Quand on a eu Zemmour ou Marine Le Pen qui étaient favorables à ce qu'ils disaient une perpétuité réelle, on a téléphoné aux surveillants de prison en leur demandant ce qu'ils en pensaient, puisqu'ils sont les premiers concernés, et ils nous ont dit surtout pas, parce qu'on a des fous furieux face à nous, et ils sont prêts à tout, et on ne peut pas les faire se lever le matin, les prisonniers, on ne peut pas les faire se laver, parce que s'ils n'ont aucun espoir, ils deviennent fous. Quand la façon dont Anne-Sophie Lapix, et Dieu sait si elle s'est faite, si j'ose dire, critiquer sur les réseaux sociaux, dont elle n'a pas lâché certains candidats en leur disant, mais attendez, vous nous dites 3 milliards, mais ces 3 milliards, vous les sortez d'où? Voilà. Et je ne dis pas une fois de plus en parlant de la 2, de la 3, c'est la même chose à la radio, c'est la même chose chez mes confrères. Je n'ai pas l'impression qu'on soit contenté de faire d'être des animateurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur laisser. Alors évidemment qu'il y a forcément des choses qui sont passées, quelquefois par peut-être manque de culture, c'est-à-dire que il y a un moment donné, on n'a pas forcément le répondant qu'il faudrait parce qu'on ne sait pas. Forcément, on a laissé tous Jean-Luc Mélenchon le soir du premier tour dire que Macron était le plus mal élu de la Ve République, ce qui est faux. Et le lendemain, ces lieutenants ont dit le plus mal élu depuis Pompidou. Ah oui, d'accord, mais pourquoi depuis Pompidou? Bon, donc quelquefois, on n'a pas le cerveau, quand on nous dit le déficit commercial est ceci ou cela, peut-être que quelquefois, on n'a pas le répondant qu'il faut pour essayer de... Et puis, dernier point, et je laisse mes confrères parler, il est des gens avec lesquels vous pouvez dire n'importe quoi. C'est-à-dire, vous pouvez leur dire ce chiffre est faux. Vous pouvez leur dire c'est faux, monsieur Untel ou madame Untel. Leur force de conviction, l'envie que les téléspectateurs auront de le croire lui ou de la croire elle, plus que le soudi, fait que de temps en temps, on dit mais c'est pas vrai, et ça ne sert à rien. Et dans ce cas-là, le danger pour nous, c'est de devenir des débatteurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de s'énerver, comme certains journalistes à l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire de sortir de son rôle et de dire mais attendez, c'est insupportable d'entendre un truc pareil. Quand on dit Dupond-Moretti a supprimé les remises de peine automatiques, ce qui est vrai, à partir de 2023, il n'y a plus de remises de peine automatiques, c'est uniquement si vous vous tenez bien et qu'on vous dit c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Alors, oui, il faut qu'on progresse, oui, on essaie, oui, c'est imparfait, mais il y a aussi une spécificité de l'interview d'un certain nombre de partis dits extrêmes qui rendent les choses beaucoup plus compliquées parce qu'ils ont une force de conviction d'asséner des trucs que vous pouvez toujours être là avec vos petits bras musclés en disant mais attendez, c'est pas vrai, ça passera pas. Mais je crois pas que les porte-micros, je pense pas que dans votre génération non plus, ça se porte-microise. Tout au fond là-bas. Bonjour,
Alors désolé, je vais revenir sur le cas de l'Ukraine, sur le traitement de l'Ukraine. En fait, moi je me posais la question, est-ce que la critique par le public qui est faite du traitement de l'information, c'est pas forcément quelque chose qui vise directement les journalistes, mais simplement que le débat est tellement polarisé sur la question, avec tout simplement derrière tous les enjeux qui sont liés à l'OTAN, aux critiques qui sont faites sur l'OTAN, sur l'Union européenne, etc. Et du coup, la récupération derrière de ces questions-là par les politiques, où en fait on a des personnalités politiques ou médiatiques qui, dès qu'elles posent des questions comme ça sur ces enjeux-là, sur ces critiques-là, se font fortement critiquer. Et du coup, en fait, le débat est totalement polarisé. Et donc, dès qu'on essaie de poser ces questions-là, soit on se fait traiter de pro-Poutine, soit de pro-impérialisme américain, pro-OTAN, etc. Et donc, du coup, les gens, à force de parler de ça et de parler uniquement de ça, les gens ont leur avis. Et du coup, dès qu'une information journalistique arrive sur la guerre en Ukraine, les gens ont déjà leurs idées à eux sur ces sujets-là. Et donc, en fait, ce n'est pas le fait en lui-même qui va être questionné, mais c'est simplement qu'on va dire que tel journal, il va être plutôt pro-russe ou plutôt pro-OTAN. Ils sont gentils, ils me regardent tous en me disant tu réponds, c'est la seule question où j'ai rien compris. Donc, je suis désolé monsieur, hein, c'est pas du tout pour... mais en fait, comme c'était super long, j'ai pas tout bien compris, je reconnais. En fait, c'est simplement que les gens sont tellement polarisés sur ces questions-là, sur la question de l'OTAN et la question de la dictature russe de l'autre côté, qu'en fait, ils ne remettent pas forcément en question le fait journalistique en lui-même qui est rapporté, mais simplement, ils ont une idée préconçue de la situation géopolitique, et donc ils vont simplement critiquer l'information, mais de leur point de vue. En fait, ils vont pas dire que le journaliste fait mal son travail, mais simplement, ils vont eux-mêmes l'interpréter selon leur prisme à eux. Je ne sais pas si c'est plus clair. Là, j'ai tout compris. Non, c'est pas vrai, j'ai pas très bien compris. Mais je me demande, moi, si c'est pas le cas tout le temps, en fait. C'est pas lié à l'Ukraine. Chacun a son opinion, quelle que soit la thématique ou la problématique qui est traitée, que ce soit à la télé, à la radio, en presse écrite. On a tous notre opinion. Moi, ce que j'ai aimé dans le baromètre, c'est que je crois qu'il y a quand même une grosse majorité de gens qui estiment que le journalisme est utile pour se forger une opinion. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on forge l'opinion des gens, mais qu'en revanche, si on peut aider à forger parfois ou à bousculer un peu les opinions, ça c'est super. Mais en règle générale, personne ne rentre vierge de quoi que ce soit, quelle que soit la thématique ou le conflit. Enfin, c'est mon avis, hein. Je suis désolé, j'ai fait moins long que vous, mais voilà. Pour compléter ce que vient de dire Nabil, je pense qu'il faut souligner l'excellent travail sur France Média Monde, sur l'analyse précisément. Je crois que c'est le seul canal qui fait une analyse systématique des informations diffusées en Russie, et notamment une analyse systématique de la propagande qui est extrêmement détaillée sur qu'est-ce qu'on voit là-bas et qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Et ça nous permet justement d'avoir ce décalé qui parfois manque un peu, pour répondre aux questions qui étaient évoquées tout à l'heure, qui permettent d'avoir un peu une approche critique et de se faire sa propre opinion par rapport aux différents canaux d'information, notamment ceux qui sont là-bas. Et ça, c'est une expertise qu'on a grâce à notre correspondante à Moscou, qui de fait a dû quitter le pays, parce que c'est compliqué de travailler à Moscou, encore plus quand on a la nationalité russe. Donc on arrive à envoyer des gens sous le régime des envoyés spéciaux, français,
de pays arabes ou pays anglo-saxons, mais pour les journalistes russes, avec la loi qui est passée au mois de mars, il risque gros. Et donc, on l'a rapatrié à Paris. Et c'est vrai que son expertise sur l'antenne de France 24 en français est vraiment très importante pour nous. Et elle nous permet en effet de décortiquer, de décrypter aussi tout l'outil de propagande et la façon dont ça se met en place quotidiennement en Russie. Ouais. Bonjour, moi je me posais une question. Quelle attitude on a quand on est journaliste politique et que pratique toutes les règles de la déontologie assez sérieusement et qu'on voit la place qui est en train de prendre ou qui a déjà pris certaines chaînes d'opinion qu'on a du mal à considérer comme du vrai journalisme politique. Voilà, est-ce qu'on s'en inquiète et quelles sont un peu les solutions qu'on peut avoir? Inquiéteux, je pense que c'est moi qui dois répondre. Oui. Inquiète, non. Parce que je considère que la pluralité des canaux qui peuvent émettre, c'est quelque chose d'assez naturel. Et de toute façon, même si j'étais inquiète, il faudrait mieux le faire avec, essayer de voir comment ça se contrecarre. Je pense, et je vais faire un lien avec la question, les deux interventions avant, que le problème est, à mon avis, une éducation dès l'enfance, enfin des très jeunes, au sens critique, qui est que pour éviter justement que les gens regardent la chaîne qui leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, que ce soit dans le sujet de la politique étrangère, que ce soit sur ceux qui sont persuadés que depuis qu'il y a l'euro, tous les prix ont augmenté, qu'on y a perdu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce qui s'est passé chez Trump, c'est-à-dire les communautés. C'est-à-dire, on écoute les gens qui sont d'accord avec vous, qui vont vous dire des choses qui vous font plaisir, parce qu'on n'arrive pas avec une espèce de cerveau qui est de dire, bon, je vais m'ouvrir à tout ça, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, alors, la chose qui, moi, me dérange et m'inquiète, là, pour le coup, c'est quand il y a tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire, quand je vois un monsieur qui parle, un expert, et qu'on ne me dit pas qui il est, et ce qu'il pense, et d'où il sort, je suis perturbée. C'est-à-dire, pour moi, un économiste, j'ai vu l'autre jour, d'ailleurs, il n'y a pas que sur CNews, parce que je crois avoir compris que vous parlez de CNews, j'ai vu quelqu'un sur LCI pour lequel on mettait communicant. Bah oui, communicant, sauf qu'il était le communicant de Marion Maréchal. Mais il a le droit. Mais nous, on a le droit de savoir. Quand on nous dit monsieur un tel, on nous met CGT, s'il est à la CGT. On nous met CFDT, s'il est à la CFDT. S'il est à Sud, ou s'il est... Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que le danger, ce n'est pas des chaînes engagées ou des médias engagés. C'est le problème de la concentration pour le coup. C'est-à-dire que quand on voit ce qui risque de se passer avec le groupe Bolloré, on peut imaginer que quand vous êtes édité chez Bolloré, vous aurez votre papier dans le JDD et vous aurez votre tribune sur CNews. C'est-à-dire qu'il y aura pour le coup une espèce de paquet global qui sera vendu et que si en revanche vous n'êtes pas édité, vous serez boycotté ailleurs. Donc ça m'inquiète. Et la deuxième inquiétude, je vous le dis, c'est pas avoir la rigueur. Et on a le droit d'être au Rassemblement national, on a le droit d'être à la CGT, on a le droit d'être au centriste, on a le droit d'être macroniste, mais qu'on n'arrive pas à masquer. Et après, on se fait une opinion. Voilà. Et je trouve de temps en temps qu'il y a des dérives, parce qu'on nous met des experts qui sont des gens, on ne sait même pas qui c'est, des communicants, je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas sur quoi ils communiquent, et ce sont des gens qui font plus de... Et dernier point, parce que je n'ai pas voulu me mêler de la conversation que vous aviez avec mon caractère, non, je pense qu'il y a un phénomène qu'on doit intégrer pour comprendre éventuellement la rupture ou ce qui peut se dire sur l'Ukraine, c'est qu'on est confronté à quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps, c'est-à-dire quelque chose d'émouvant, qui touche à l'émotion, qui touche au cœur, qui touche pas forcément à l'esprit. Donc, quand vous avez un reportage en Ukraine, c'est pas simplement une carte où on vous montre Mariupol, le Donbass, en vous disant voilà ce que les Russes ont fait. C'est des... Non mais alors, mais on l'assume. Mais attendez, là ça renvoie à un débat philosophique sur l'objectivité et la neutralité. On n'a pas le temps de l'avoir. Il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de neutralité. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui, quand ils ont vu une grand-mère de 90 ans fuir avec son baluchon ou un bébé, donc il y a juste des gens qui, quand ils disent tel endroit a été bombardé, on monte le bombardement parce que ça reste de la télé et que ça reste un média qui parle
émouvant et qui parle à l'émotion, ça n'empêche pas de dire les Ukrainiens ont dit que c'était les Russes. Pour l'instant, on ne peut pas vous dire. On ne sait pas exactement si c'est les Russes. On vous tiendra au courant. Mais je suis d'accord avec vous. Il est évident que nous-mêmes, il y a des candidats qu'on préfère ou qu'on ne préfère pas. Il y a des gens qui, moi, me détestent et qui ne m'adressent pas la parole. C'est pas pour autant que je vais me les farcir, entre guillemets. Mais on est tous des êtres humains normaux. Et voilà, donc on tend vers une forme d'objectivité en sachant que c'est quelque chose de difficile à... Voilà. Mais on est d'accord. Et donc, excusez-moi, j'ai un peu dérivé, mais surtout quand vous regardez quelqu'un qui parle, essayez de savoir qui c'est vraiment. Oui, je suis d'accord avec Nathalie sur cette question de savoir d'où on parle. Il y a une question dans le baromètre qui est intéressante. Et alors, je ne sais pas comment l'interpréter, Stuart. Je ne sais pas ce que tu en dis. C'est celle sur est-ce que les Français pensent que les règles de temps de parole dans l'audiovisuel sont justifiées. Donc, on a 69% des Français qui disent oui. Je suis incapable de savoir si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup. En tout cas, quand on voit la puissance du média télé dans une campagne politique comme celle-là, ça influe, cette règle-là, elle influe aussi sur tous les autres médias. C'est-à-dire que, comme vous le savez, la presse écrite n'est pas du tout assujettie à ces règles-là. On peut faire absolument ce qu'on veut. On n'est pas obligé de donner autant de lignes, autant de place à tous les candidats. C'est un luxe. Mais on a souvent des reproches quand même des lecteurs qui se calquant sur ce modèle de l'audiovisuel et de la télévision, nous reprochent de ne pas en faire autant pour chacun. Et donc c'est un vrai sujet. Ça pose la question de la ligne éditoriale des journaux. Vous avez vu que la plupart des journaux écrits se sont positionnés pendant cette présidentielle, certains dès avant le premier tour. Et donc ça, c'est aussi un sujet de faire comprendre au grand public que ces règles ne s'appliquent pas à la presse écrite, mais c'est aussi un devoir des journalistes de dire, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, de dire d'où ils partent et d'où ils parlent. Une question concernant toujours la campagne politique. Nathalie Saint-Cricq pourrait peut-être répondre, et Cyril Petit, je ne sais pas. On a l'impression quand même de campagne en campagne et vous avez parlé des communicants, que le poids des communicants est de plus en plus important dans la politique. Là, on a vu une dernière campagne où il y a des candidats qui ont refusé d'aller dans certains médias, qui ont choisi leurs intervieweurs, et on voit de plus en plus les meetings dont les images sont fournies par les partis politiques, par les communicants. Comment on essaie aujourd'hui de travailler dans ces conditions avec une communication qui est quand même aujourd'hui de plus en plus contrôlée? Alors oui, on a vu évidemment, vous avez totalement raison, la montée des communicants. Ça fait un petit moment quand même, parce que vous vous souvenez, sous Mitterrand, il y avait déjà Collet et Pilan qui se mêlaient de ça, mais c'était plus, si j'ose dire, à l'époque, tant du fond que de la forme. C'est-à-dire c'était aussi les positionnements. Par exemple, la deuxième campagne de Mitterrand en 88, tout le monde l'appelait Dieu, et il avait été théorisé qu'il devait arriver sur un grand tapis rouge avec des barrières des deux côtés, parce qu'il était en surplomb. Bon, bien sûr, ça vient de plus en plus. Je pense que ça vient aussi de la multiplication des réseaux sociaux, des réflexions. En gros, les politiques sont tétanisés, à mon avis, à tort, globalement, par une robe mal foutue, un truc ridicule, parce que quand vous voyez sur les sujets sur lesquels ils se font allumer quelquefois une expression mal choisie, donc ils ont tendance à avoir peur de tout et à penser que pour maîtriser sa communication, il faut avoir des gens à côté de soi. Donc je pense oui, mais que ceux qui gagneront à la fin, enfin les hommes politiques ou les femmes politiques qui gagneront à la fin, sont ceux qui s'émanciperont de ce genre de choses. Je ne suis pas persuadée, par exemple, que quand Valérie Pécresse se plie, lors du meeting du Zénith, se plie aux confidences intimes, c'est-à-dire fait un laïus sur, comme Marine Le Pen l'avait fait 2 jours avant, je ne suis pas sûre que ça soit payant. Moi, je pense qu'elle aurait dû dire, écoutez, je ne le ferai pas. Voilà, je ne pars pas en week-end avec vous n'avez pas besoin, je ne veux pas vous raconter ma vie. C'est ma vie et c'est comme ça. Et ou vous m'aimez comme ça, ou vous me détestez. Donc là, pour le coup, si j'avais été communicante, je leur ai dit de ne pas faire ce genre de choses. Alors, pour revenir sur les images fournies par les candidats, en fait, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est venu à cause de la multiplication des chaînes, parce que c'était un cirque innommable où il y avait toutes les chaînes qui voulaient avoir leur caméra. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on a accepté, on a cédé, pour des raisons économiques aussi.
Voilà, et on cédait en disant quand même que le contrepoint, et ça c'est vrai pour toutes les autres chaînes, c'est qu'on a une caméra qui se balade dans la salle. C'est-à-dire que s'il y a eu les scènes au moment du meeting de Zemmour, dans le premier meeting de Zemmour, où il y a des types qui se sont fait marcher dessus et tout, on les avait tous. Hein. Bon, donc voilà, alors je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être faire un peu de ménage et faire probablement du pool, c'est-à-dire faire ce qui existe pour d'autres choses, c'est-à-dire qu'on fait à tour de rôle une image, on tourne nous, on choisit nous. Un jour c'est TF1, un jour c'est BFM, un jour c'est LCI, un jour c'est je sais pas quoi, un jour c'est nous, de manière à pouvoir avoir la maîtrise et par ailleurs éviter ces fameux plans. Ça m'avait frappé au meeting de Marseille de Macron, où en gros les plans étaient faits de manière à ce qu'on ait l'impression que c'était plein alors que c'était pas plein. Mais vous me direz, si on a une caméra qui peut aller rôder dans les trucs, on peut montrer les places vides. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une dérive. C'est une petite dérive. Quant au choix des journalistes, faut refuser hein, qu'ils les choisissent. Ça, c'est pas aux journalistes eux-mêmes de le dire. Il faut qu'il y ait une espèce de mouvement global, mais je pense que ça va s'arranger. Je pense que c'est marginal maintenant. Et puis c'est vrai surtout pour le débat. C'est vrai pour le débat de l'entre-deux tours. Ça a toujours été une espèce de tradition. De toute façon, c'est pas une vraie émission politique. C'est un truc que je suis bien placé pour le savoir, où vous posez des questions plates à des gens dont on doit mesurer qu'ils parlent pas trop longtemps. Et pour le reste, ils vont pas dans des émissions. Et puis voilà. Ils vont pas s'ils aiment pas. Et puis on va pas aller les chercher avec un revolver. C'est de toute façon eux qui ont plus besoin des émissions politiques que les émissions politiques qui ont besoin d'eux. Donc je suis pas trop pessimiste. En revanche, sur la qualité du personnel politique, mais là, ça serait trop long, je suis très pessimiste. Je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de communicants pour ne pas être mortels. Dans le temps, ils n'en avaient pas besoin. Voilà. Encore une question, je crois que c'est l'heure, sinon. Merci. Merci à vous, bonne journée.